Bonjour à tous les mélomanes. Lettre mélomane 2022-09. Elle fait suite à la lettre 2022-07 puisque la lettre du mois d'août 2022-08 n'a pas pu paraître pour des raisons personnelles. Nous commençons par une œuvre orchestrale de Lily Boulanger, 1893-1918, d'un soir triste, datant de 1918. Alors de Lily Boulanger, nous avons sur critiquemusicale.com deux pièces pour piano-violon, notamment la deuxième cortège, qui est une pièce remarquable. Malheureusement, la présente œuvre pour orchestre d'un soir triste ne présente pas une qualité comparable. Alors, c'est une œuvre qui présente une recherche certaine d'atmosphère correspondante à l'argument, c'est-à-dire l'évocation d'une tristesse indicible, profonde, qui mine l'esprit. Un climat mental qui est obtenu essentiellement par une sorte de brouhaha instrumental dans le grave. Alors même si l'ensemble comporte certaines subtilités, et notamment un motif qui est bien perceptible en deuxième partie, qui est la partie la plus intéressante, et bien sur l'ensemble, l'intérêt me paraît restreint, notamment en raison d'une thématique qui est trop lâche et insuffisante. Nous poursuivons avec Kishi Koichi, 1909-1937, une œuvre pour orchestre, la symphonie Bouddha en E flat minor, datant de 1934. Alors c'est une grande découverte, première œuvre de ce compositeur considéré sur notre site, et il faut le signaler, une des très rares œuvres du XXe siècle de l'école japonaise, qui ne soit pas moderniste, du moins parmi celles qui sont diffusées. Donc une œuvre très atypique par rapport à son origine, et ce que confirme son contenu autant sur le plan stylistique que thématique. Alors, Bouddha est une magistrale symphonie qui compte certainement parmi les meilleures du genre. Sur le plan rhapsodique, elle exploite l'orientalisme à l'image de bien d'autres œuvres, évidemment, néanmoins selon une coloration propre. Or, de nombreuses traces thématiques d'œuvres relatives au XIXe siècle sont perceptibles, notamment des œuvres russes, et d'une manière plus générale, l'empreinte russe thématique est clairement affirmée dans cette œuvre, notamment dans le thème principal du premier mouvement. La référence la plus évidente est Scheherazade, Rimsky-Korsakov, particulièrement dans l'utilisation pianissimo de motifs violonistiques, mais également dans le deuxième mouvement, on trouve des sonorités fortissimo au cuivre qui évoquent Simbad le marin, toujours dans Scheherazade. Alors le principe esthétique contrastant des motifs de grande puissance sonore et des motifs à la douceur ineffable est également d'origine rimskienne et en particulier relativement à Scheherazade. Le sentiment évoqué, qui aboutit à la perception d'une dimension métaphysique de l'existence, s'accorde à l'argument de la symphonie. Dans le troisième mouvement apparaît un motif évoquant manifestement l'apprenti sorcier de Dukas. Sur le plan symphonique, Kishi utilise suprêmement la superposition des motifs qui accompagnent un motif principal et de même les effets de magie sonore propres à l'orientalisme. Or, le caractère sensible de ces mélodies et harmonies se trouve accentué par de très nombreuses modulations. Donc une œuvre qu'il faut absolument découvrir. André Messager, 1853-1929, une œuvre pour orchestre, Les Deux Pigeons, suite de ballet datant de 1886. Encore une œuvre magistrale que nous allons considérer dans cette lettre mélomane. Alors de Messager, nous n'avons sur critiquemusicale.com qu'une symphonie. C'est d'ailleurs la seule œuvre symphonique qu'il ait écrite en dehors des suites de ballet.
Et cette symphonie est, il faut l'avouer, relativement terne. Et l'œuvre que nous considérons, Les Deux Pigeons, eh bien, contraste heureusement sur tous les points de vue. Donc, magnifique œuvre d'André Messager qui illustre très bien les particularités de la musique spécifique de ballet, justement au moment où elle est au sommet de son évolution à la fin du XIXe siècle. Alors, le compositeur a intégré la dimension rhapsodique tzigane hongroise et on ressent très puissamment le mystère qui est propre à cette musique rhapsodique et qu'amplifie bien Messager. Et il s'y ajoute le mystère qui s'associe à la forme du ballet. L'aspect dynamique de l'orchestration, sa rutilance sont exprimés également dans cette même tradition de ballet par une couleur instrumentale très variée, des changements de registre et les timbres qui sont propres au rhapsodisme. On remarquera notamment les glissandi à la flûte, par exemple à la fin de l'entrée de Pepio, la péroraison au corps dans la danse hongroise. Ce qui est très caractéristique, c'est que vont se mêler ces accents mystérieux et la rutilance de l'orchestration, l'aspect dynamique, qui eux sont aussi une caractéristique de la musique de ballet. Nous en arrivons à Nakabine Vladimir 1910-1967, une œuvre pour piano-orchestre concerto datant de 1951. Alors, une œuvre qui m'a paru d'un intérêt limité, voire très limité, quoique ce concerto ne manque pas d'une certaine élaboration. Nous verrons pourquoi son intérêt se trouve limité. Alors, ce concerto présente une grande diversité sur le plan thématique, qui alterne des passages rythmiques et des passages mélodiques plus lents, et cela tout au long des trois mouvements. Donc c'est une qualité. Malgré une structure rythmique générale qui est très soutenue, on ne peut pas qualifier cette œuvre de moderniste au sens négatif du terme, parce qu'on trouve de nombreuses œuvres dans ce style-là précisément, qui sont de grandes œuvres au XXe siècle, pas du tout moderniste. Alors ce concerto s'inscrit plutôt dans un style d'époque très caractérisé. Néanmoins, ce qui le déprécie fortement, c'est à mon avis l'intérêt peu soutenu de sa thématique, quoique cette thématique soit réellement perceptible. Alors il faut ajouter une orchestration qui ne présente pas plus de séduction, un style très sévère, une orchestration limitée généralement aux cordes. On peut signaler cependant un crescendo véritable, presque lyrique, pourrait-on dire, dans le deuxième mouvement, alors que l'ensemble du concerto n'est pas vraiment lyrique, loin de là. Mais c'est un crescendo qui est très peu valorisé. Et au final, eh bien, on a une œuvre très aride, ce qui nuit considérablement à son intérêt musical. Pierre Rode, 1774-1830, concerto 10 B mineur opus 10 pour violon orchestre, datant de 1808. Alors, de Pierre Rode, nous avons considéré déjà sur critiquemusicale.com les concertos 1, 3, 4, 5, 7. Alors, de bons concertos dans l'ensemble, mais seul 3 nous paraît d'un intérêt supérieur. Alors, à l'actif de Rode, il ne faut pas oublier ces 24 caprices qui sont d'un niveau de virtuosité, de lyrisme, dans l'ensemble très élevé. Considérons maintenant le concerto numéro 10. Alors ce concerto n'est pas un des plus estimables du maître, et parmi ceux que nous avons considérés, eh bien, je pense que c'est peut-être le moins bon ou un des moins bons. Alors l'orchestration en particulier qui est hachée, brutale, qui assène des accords souvent poussifs, et la partie solistique m'est apparue d'un intérêt, disons, variable,
Peu attractive pendant la moitié du premier mouvement, elle se révèle enfin d'un niveau supérieur dans la seconde partie, mais de nouveau elle retombe dans des facilités thématiques pour les mouvements suivants. Alors les rares moments sublimes s'inscrivent dans la thématique paganinienne, comme dans les autres concertos de Rode. Néanmoins, une thématique qui est bien renouvelée par rapport à Paganini. L'impression d'ensemble, malgré un brillant continu dans ce concerto, reste celui d'un verbiage qui est dépourvu d'acides thématiques profondes et d'inspiration. Donc voilà pour ce concerto numéro 10 et nous passons au concerto numéro 13, beaucoup plus séduisant. Concerto numéro 13 en F sharp minor, c'est un opus posthume. Alors pour cette œuvre posthume, Rode se révèle toujours aussi tributaire de la thématique paganinienne, qu'il exploite de manière spectaculaire dans sa complication, mais je dirais un peu dans une dimension lyrique un peu moindre, bien que les œuvres de Rode soient dans l'ensemble tout de même très, très lyriques. Or, l'œuvre demeure tout de même donc dans l'ensemble d'un niveau de lyrisme moins élevé que chez Paganini. Alors on peut ajouter la présence d'un excellent thème principal dans le premier mouvement, thème qui est souvent répété mais qui mérite cette répétition. Alors ce sont toujours les épisodes symphoniques qui pénalisent l'ensemble, une orchestration pourtant inspirée de Beethoven et Rossini mais qui est tellement plus fruste. Peu d'évolutions positives sur ce point malgré des passages modulants bienvenus. Le premier mouvement demeure tout de même un grand mouvement et il atteint le sommet des productions violonistiques, comparablement à des œuvres comme celles de Vieux Temps ou de Lipinski, etc. Par exemple, le concerto militaire de Lipinski, le premier concerto de Vieux Temps, etc. Alors, par ailleurs, Rode ne manifeste pas son génie mélodique dans le deuxième mouvement, malgré une certaine virtuosité de la partie soliste, là aussi toujours comparablement au modèle paganinien. Et dans le dernier mouvement, c'est là où les défauts de l'orchestration apparaissent plus évidents et la partie violonistique ne compense pas vraiment les insuffisances de l'orchestration. Nous en arrivons à l'œuvre revisitée qui est fournie, je le rappelle, aléatoirement par notre logiciel parmi toutes les œuvres qui ont déjà été considérées et qui comportent une notice. Alors il s'agit ici du concerto pour violon, le célèbre concerto pour violon de Félix Mendelssohn, donc concerto numéro 2. Alors c'est une œuvre très bienvenue, justement c'est célèbre, et on peut noter qu'elle contraste avec les concertos pour piano de Félix Mendelssohn, qui se caractérisent, eux, par une écriture systématique et à mon avis, très étriquée. Donc le contraste est absolument étonnant et difficilement explicable. Donc un très beau concerto, lyrique, mélodique, qui montre un soliste d'une grande volubilité. Alors structure thématique qui rappelle Paganini, de façon assez nette, avec moins de brillance cependant, moins de virtuosité, moins d'intensité. Alors on décèle encore l'influence de Paganini au niveau de l'orchestration et on remarque à la fin du second mouvement un passage en longue trille dissonant. Alors par bonheur, Mendelssohn affirme ici une aisance, une séduction et une liberté, un lyrisme qui manque à un grand nombre de ses œuvres tant orchestrales et pianistiques. Donc nous avons ici une œuvre d'exception parmi l'ensemble de ces productions. Voilà pour Lettres Mélomane 2022-09. Je vous remercie de m'avoir écouté.